Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour du 11-12. Cet invité, c'est Anne Bignola. Bienvenue. Merci. Anne Bignola, derrière Bonjour. ce micro. Alors, vous êtes chargée des publics et de l'action culturelle au musée d'histoire de Saint-Malo. Vous pouvez nous préciser votre mission? Quel est votre quotidien, en fait? Oui, je suis arrivée il y a quelques mois, recrutée donc, depuis fin avril, et une chargée des publics et de l'action culturelle au sein d'un musée. C'est une personne qui s'occupe de réfléchir, de mettre en place et d'assurer l'accueil des publics. Alors quand on est à Saint-Malo, un musée qui va arriver dans quelques années, on est quand même sur un accueil des publics puisque nous avons envisagé ce musée comme hors les murs à partir de cet automne avec une programmation et différents rendez-vous qui nous permettront de prendre contact avec ces publics. Donc moi, ma mission, c'est d'imaginer des actions, des animations, des rencontres qui vont permettre de tisser un dialogue entre nos collections et nos publics. Et effectivement, ça prend la forme d'une exposition à la chapelle Saint-Sauveur bientôt. Exactement. L'exposition Tous Marins, qui commence le 22 octobre, va être le lancement de ces actions hors les murs et de ce musée hors les murs qui inaugure plusieurs années d'actions sous ces formes d'expositions hors les murs, mais aussi de rencontres, de conférences, d'animations aussi auprès des scolaires, puisque ces animations pourront être proposées dans le cadre de l'exposition à venir et hors exposition au sein des écoles mêmes. Alors, l'exposition, vous l'avez précisé, Anne Bignola, à l'instant, elle commence le 22 octobre, oui. Bien sûr pendant toute la route du Rhum et au-delà. Hein. Exactement, du 22 octobre au 8 janvier précisément. Donc la route du Rhum sera l'occasion de donner un lien cohérent sur cette thématique de Tous Marins, puisque l'objet de cette expo, c'est de mettre en valeur à travers nos collections, le lien qu'on peut avoir avec la mer, que les Malouins entretiennent avec la mer, Malouins habitants ou Malouins de passage. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur de l'exposition, il y aura différents supports, différents objets. Hein. Oui, tout à fait. Donc comme je vous le disais, le propos a été pensé autour de nos collections propres. Et pour développer ce lien et cette approche, on a organisé les espaces en thématique. Donc on va rentrer dans l'exposition et dans le sujet d'abord par l'imaginaire de ce monde des marins et comment démonter un petit peu les clichés, les mettre en avant pour les questionner. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet à travers faire carrière, à travers les métiers à bord, la vie à bord au quotidien. Également, sous un angle qui se place un petit peu différemment de la question des marins, il sera abordé la vie balnéaire et les loisirs, parce qu'on est aussi marin à travers cette fréquentation de la mer à partir de la côte. Et puis, il y aura un espace qui évoquera la mer comme source d'inspiration auprès des artistes. D'ailleurs, ça sera l'occasion, lors de certaines rencontres, de développer ce lien entre les artistes et la mer. Et puis, on terminera par des espaces collaboratifs où, depuis quelques semaines, on a lancé une collecte auprès des habitants, auprès des Malouins, puisque l'idée, c'est de faire dialoguer les objets que les gens peuvent avoir chez eux qui évoquent ce lien à la mer avec nos objets de collection. Et la collecte a été fructueuse? Oui, on a récolté très très belles choses. Je ne vais pas vous faire la liste complète parce qu'il faut garder des surprises, mais on a quelques exemplaires d'objets assez fabuleux, une longue vue, une casquette qui a fait le tour du monde, une lettre de marque, des choses aussi, et ça on y tenait beaucoup, plus liées à un quotidien. Puisque ça aussi, ça raconte une histoire. Et c'est ça qui était intéressant, c'était de faire dialoguer quelque chose que les gens n'envisagent pas de mettre dans un musée, mais qui pourtant a des choses à raconter de ce lien avec la mer. Donc l'exposition va nous surprendre. Oui, tout à fait, c'est l'objet. Et la scénographie, est-ce qu'il est trop tôt pour en parler, pour on va dire la chronologie, puisqu'il y a toujours un sens avec différentes étapes dans une exposition, hein, ce que vous avez évoqué. Oui, tout à fait. On a voulu, je ne rentrerai pas trop dans les détails pour pas tout vous dévoiler et donner envie de venir, mais on a voulu surprendre les gens dès l'entrée. Donc il y aura quelque chose d'assez monumental dès l'introduction. Et un point également qui a été pensé dès la conception de l'exposition,
c'est un parcours famille qui va proposer aux gens de tout niveau, de tous âges, de prendre du plaisir à découvrir cette thématique et cette exposition. Et ce parcours famille, il se traduit à travers des jeux, à travers de l'information qui est amenée de façon ludique, à travers des espaces de points selfie par exemple, ou de points lecture où on pourra s'arrêter et profiter du moment et de l'exposition elle-même de façon plus tranquille. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir accueillir tout le monde et de parler à tous. Donc intergénérationnel ? Exactement. Ouais. Donc à la fois la mémoire, le présent, puis l'avenir avec les jeunes générations. C'est aussi ce dialogue-là qu'on a privilégié. C'est que de parler à travers des objets de choses anciennes, mais à travers ces objets aussi du présent et du quotidien, faire le lien avec l'actualité et imaginer aussi ce que ce lien à la mer pourrait devenir dans le futur. Oui, donc le lien, les grandes découvertes, les grands explorateurs aussi, on pense à Jacques Cartier, on pense... Et puis il y a aussi en dessous de la mer, est-ce que l'archéologie sous-marine aura sa place ? Alors en tant que telle, pas exactement, puisque ce qui est mis en avant, c'est le lien à la mer, mais il y aura des objets Parce qu'il y a des vestiges, il y a eu des épaves dans la baie de Saint-Malo. Et notamment dans la partie qui présente l'imaginaire, on a de façon incontournable traité la question des corsaires, et c'est là où on peut trouver des objets d'archéologie sous-marine. Alors, il y aura des informations pratiques comme les horaires. Est-ce que c'est trop tôt pour les dire ou est-ce qu'on peut donner une petite idée de l'amplitude ? Il y a même une idée très précise. Tout est en place pour l'instant. Je n'en doute pas. Voilà. Et donc là, c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi en période scolaire, tous les jours pendant les vacances, de 10h à 18h en continu, à la chapelle Saint-Sauveur. Entrée gratuite ? Entrée gratuite. Oui, c'est important de le souligner. Oui. Et puis, je précise dès à présent que notre station Radio Parole de Vie, donc en partenariat avec vous-même, avec l'école Lamennais à Saint-Malo, oui. Eh bien, il y aura des actions qui seront menées pour un petit peu prendre la température dans le cadre d'une éducation aux médias et à l'information, du musée au micro. C'est comme ça que ça s'appelle, je précise dès à présent. C'est le nom du projet, ouais, du musée au micro, en effet, qui est porté par Bretagne Musée et la Corlab, et dans lequel on s'est inscrit et qui fait partie de ce musée également hors les murs, qui fait partie du moyen de faire vivre nos collections, où vous êtes gentiment associés à nous avec une classe de CM2 de l'école Lamennais, et l'idée est de faire découvrir les objets du musée, la thématique de la mer aux élèves, et ensuite les élèves transformer ce qu'ils découvrent en quelque chose qui sera relié à la radio et permettra de réfléchir sur la façon dont on transmet l'information. Et oui, on parlait justement de l'intergénérationnel tout à l'heure. Alors, je précise que la Corlab, c'est un sigle, c'est aussi une réalité. C'est la coordination des radios locales bretonnes. Voilà, donc on émet différents programmes qui ont été coproduits dans d'autres radios, et cette coproduction donc sera aussi partagée avec d'autres stations. Alors c'est vrai que je vous ai présenté Anne Bignola comme chargée des publics, et on le voit bien, ça a tout son sens, de l'action culturelle là aussi avec l'exposition au musée d'histoire de Saint-Malo. Peut-être les auditrices et les auditeurs se demandent ce musée d'histoire de Saint-Malo, où est-ce qu'il va prendre place? Est-ce qu'il y a un calendrier qui est défini? Est-ce qu'on peut en dire davantage? Oui, il y a un calendrier qui a été organisé. Le lieu n'est pas encore arrêté pour la construction. L'échéance est envisagée pour la pose de la première pierre en 2025. Mais comme je vous le disais, d'ici là, ces actions hors les murs vont permettre de préparer l'arrivée physique de ce musée et de le faire vivre en amont. Et avant l'apparition même du musée, il y a une échéance plus courte sur la construction des réserves qui sera mise en place à partir de 2024. D'accord. Et là, comment est-ce que le public est concerné, j'ai envie de dire, parce que là, on a vu avec la collecte que vous avez faite auprès des habitants, là, est-ce que c'est quelque chose en interne ou est-ce que ça concerne le grand public pour le coup? Alors, les réserves concernent plus le fonctionnement interne. Par contre, l'information est importante parce que c'est une étape essentielle dans ce projet. Et là où le public sera informé, c'est que clairement, il sera tenu au courant
de la construction et de l'aboutissement de ces réserves. Et les réserves, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, ça fait un petit peu rêver, on parlait d'imaginaire tout à l'heure. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Oui. Ce sera l'écrin des 12 000 objets de collection du musée. Et là où vous avez raison en parlant de caverne d'Ali Baba, c'est à la fois dans le côté merveilleux et dans le côté foisonnant, puisqu'on a la chance d'avoir, je le disais, une collection de 12 000 objets, mais qui touche à des domaines très très variés. Vous parliez d'archéologie sous-marine, c'est une grande part de cette collection et cohabite avec cette archéologie sous-marine des objets qui relèvent aussi d'ethnologie, des beaux-arts, des domaines très variés et ce qui permet de faire dialoguer sous des angles très différents les thématiques maritimes. Est-ce que la route du Rhum, elle est source d'inspiration pour vous dans votre travail ou est-ce que c'est un épiphénomène, entre guillemets? Non, parce que c'était aussi un choix d'ouvrir l'exposition dans quelque chose qui correspondait au tempo de la route du Rhum. C'était aussi un moyen d'envoyer un signal fort, de dire que les choses étaient lancées. Et puis là où elle nous inspire, c'est qu'on parle évidemment de gens qui prennent la mer, qui font écho aussi à nos collections. Et le moment et la période pour pouvoir voir l'exposition fonctionnent bien avec le départ de ces bateaux. Lorsque vous voyagez hors Saint-Malo, vous êtes parti en vacances, je ne vais pas préciser parce que c'est votre vie privée, Anne Vignola, tout à fait votre droit au demeurant. Mais voilà, la question que je vous pose celle-ci, est-ce que vous percevez à l'extérieur, chez les gens que vous rencontrez, et quand vous dites que vous travaillez à Saint-Malo, un imaginaire justement, ou une image autour de Saint-Malo et vraiment cette vocation maritime? Oui. Ça vous est confirmé? Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui reste très fort dans la représentation que les gens ont de Saint-Malo. Les personnes qui n'habitent pas la région ont une image très marquée, évidemment maritime, et quelque chose qui relève bien sûr de la réalité, mais ce qui est intéressant, et les expositions servent à ça, c'est de mesurer la différence qu'il peut y avoir entre ce qu'on projette et la réalité. La forme d'imaginaire et la réalité, il y a toujours une distance entre les deux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que l'un nourrit l'autre. La réalité n'est pas le mythe et ce qu'on imagine de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est une autre chose, mais les deux fonctionnent ensemble et les deux se nourrissent l'une l'autre. Et c'est l'objet de ces expositions que nous voulons mener aussi. Oui, parce qu'il y a à la fois l'histoire, donc les faits, les événements, les personnages, les lieux. Exactement. Et puis il y a toutes les représentations plus ou moins fictives, c'est ça? Fantasmées. Ouais. On est sur du fantasme pour certaines parts, mais un fantasme n'est pas forcément négatif. Prenons la route du Rhum, on a ces navigateurs qui s'en vont et qui vont prendre la route pour des semaines. C'est un vrai fantasme, nous, qu'on imagine. La réalité est très rude. Et cette distance entre les deux est très intéressante parce que les deux fonctionnent ensemble. Oui. Alors, c'est vrai que, par exemple, on peut imaginer pirates et corsaires. Oui. C'est-à-dire, c'est pas non seulement l'imagination, mais c'est un fait. C'est-à-dire que ça peut être dans l'esprit du public ou des estivants, peut-être une petite confusion. Oui, souvent. Et vous avez évoqué la lettre de Marc. Et là, c'est effectivement factuel. C'est-à-dire, c'était un document qui émanait du roi et qui donnait l'autorisation en fait aux corsaires d'arraisonner, de prendre du butin. Exactement. C'est un moyen de gérer des attaques et de les rendre légales. Et c'est la différence qui fait le corsaire et la différence avec le pirate. C'était pas des pirates, voilà. On précise bien. Tout à fait. Et cette autorisation, en effet, change tout. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on approche avec ces documents une réalité très concrète d'un quotidien et d'un contexte historique. Est-ce qu'on peut dire que ces prises ont participé au développement de Saint-Malo dans la construction économique? Oui, complètement. C'est un point très important à la fois l'histoire de la ville, de son rayonnement également et de sa puissance économique. Donc il y avait un partage qui se faisait avec les armateurs, avec l'équipage, alors quand on est corsaire, l'État. Ça c'est un point justement essentiel. Si vous vouliez éviter d'être considéré comme pirate, il ne fallait pas oublier de donner sa part au roi et toute la différence se fait là-dessus, bien sûr. Oui. Qui était de quel ordre, à peu près? En général, ça pouvait varier, mais ça tournait autour de 15% pour les corsaires. Donc, ce qui était quand même pas énorme pour l'équipage, j'entends. Je ne parle pas de l'armateur. D'accord. Et puis, donc, il y a eu le développement des malouinières aussi, qui sont corrélées, en fait, à toutes ces expéditions. Entre autres... Peut-être trop long d'en parler maintenant, mais enfin, ça fait partie aussi de oui, l'histoire. ça ferait l'objet d'une belle exposition.
Et au niveau purement ressources humaines, Anne Bignola, vous travaillez avec d'autres personnes sinon? Oui, bien sûr, on est toute une équipe. Vous êtes combien? Nous sommes 8 et il y a une responsable des expositions qui mène la mise en place de l'exposition à venir. Il y a une régisseuse qui, elle, s'occupe des collections, de leur transport, de leur disposition dans les espaces où elles sont déposées. Il y a une responsable de l'administration, il y a un attaché de conservation qui s'occupe des collections elles-mêmes, et puis il y a bien sûr un conservateur, Philippe Sartori, qui s'occupe de l'ensemble. C'est toute une équipe. Oui, exactement. Voilà. Merci beaucoup Anne Bignola d'être venue aujourd'hui dans l'11-12. Je rappelle que vous êtes chargée donc des publics et de l'action culturelle au musée d'histoire de Saint-Malo. Et vous l'avez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous reviendrons très largement sur l'exposition Tous Marins à la chapelle à Saint-Sauveur, donc à partir du 22 octobre jusqu'au 8 janvier 2023. On vous souhaite une bonne continuation Anne Bignola. Merci ainsi qu'à toute votre également. équipe. Merci. Au revoir. Au revoir.